Je parie que si je vous montrais la liste des films français qui ont été primés à la dernière cérémonie des Césars, vous n'en avez vu aucun. C'est normal parce que ça fait un moment que les Césars ne servent plus à récompenser le meilleur film ou le meilleur réalisateur de l'année. À la place, c'est devenu le nouveau rituel sacré dans la religion du MeToo et du Balance ton porc, qui sont les nominés dans la catégorie pire prédateur misogyne. À première vue, la mission du mouvement MeToo est positive, libérer la parole des femmes victimes du patriarcat dans l'industrie du cinéma américain suite à la révélation des dizaines de viols et d'agressions commis par le producteur Harvey Weinstein en 2017. Difficile de soutenir une cause plus consensuelle, les Français sont 79% à soutenir les victimes de violences sexuelles dans le milieu du cinéma. Le problème, ce que ces 79% ne comprennent pas, c'est que derrière tout le discours compassionnel de soutien aux victimes, MeToo est un discours massif de manipulation politique féminine. C'est le même chantage émotionnel qui alimente la guerre des sexes, qui diabolise tous les hommes, qu'ils soient innocents ou coupables, et qui a détruit la confiance en eux-mêmes d'une génération de jeunes garçons qui se réfugient dans la solitude. Il n'y a qu'une minorité d'hommes qui comprend cette logique et qui refuse de suivre aveuglément le troupeau dans ce discours politique anti-homme. Si on veut sortir de cette spirale infernale de culpabilisation qui ne résout aucun problème, il faut directement attaquer la légende MeToo. Il est temps de déconstruire les déconstructeurs, non pas pour faire taire les victimes féminines, mais pour arrêter de créer des victimes collatérales masculines. Et pour ça, j'ai décidé de détruire les 3 mythes fondateurs du mouvement MeToo. Comme vous le verrez, le grand méchant dans cette histoire, ce n'est pas le coupable bien pratique de la domination des hommes. Et les solutions à apporter pour arrêter de compter les victimes, ce ne sont pas les dénonciations médiatiques anti-hommes. Au contraire. C'est devenu un cliché quand on parle de MeToo, ce mouvement de libération de la parole aurait révélé la grande solidarité des femmes à travers les cultures et les classes sociales pour s'unir face au patriarcat. C'est ce que disent l'ONU, la presse et le milieu universitaire. Dans la lutte contre les porcs, toutes les femmes sont des sœurs qui se serrent les coudes. C'est bien joli, mais c'est du fantasme. En réalité, les révélations des histoires d'agression à Hollywood par Harvey Weinstein et d'autres ont montré précisément l'inverse. Dans le milieu du cinéma, c'est au contraire la loi du silence qui a été la règle du jeu. Il y a une phrase qui le prouve. Dans les témoignages, cette phrase revient en permanence, tout le monde savait. À chaque fois, cette formule sert à démontrer la même chose. Toutes les actrices, les réalisateurs et les autres producteurs étaient au courant du comportement d'Harvey Weinstein, mais ils n'ont rien fait. C'est donc la preuve que la prédation sexuelle est endémique à Hollywood et dans le cinéma en général. Alors, oui, mais justement, si tout le monde savait, pourquoi aucune femme n'a rien dit ? Pourquoi aucune de ces actrices prestigieuses qui ont le pouvoir de faire la une de la presse n'a dénoncé ce prédateur si elles étaient aussi attachées que ça à la solidarité féminine ? Contrairement à ce que pensent celles qui répètent le mantra que tout le monde savait, ce n'est pas un avantage pour elles. Si vous êtes au courant d'un comportement prédateur qui met en danger des femmes et que vous ne dites rien, vous participez activement à aider un agresseur sexuel à agir. Vous n'êtes pas du côté de la victime mais du bourreau. Être au courant du mal et ne rien faire, c'est une circonstance aggravante, pas une circonstance atténuante. Le pire exemple, c'est celui de Léa Seydoux, l'actrice française rendue célèbre par La vie d'Adèle. Voici ce qu'elle disait. Nous parlions sur le canapé quand il a soudainement sauté sur moi et a essayé de m'embrasser. J'ai dû me défendre. Il est grand et gros, j'ai dû résister vigoureusement. Je suis partie complètement dégoûtée. Jusque-là, c'est le témoignage d'une victime avec lequel on sympathise. Le problème, c'est la fin de la phrase. Mais je n'ai cependant jamais eu peur de lui car je savais dès le début à qui j'avais affaire. Tout le monde savait ce que Harvey faisait. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de le suivre toute seule dans sa chambre d'hôtel et de garder le silence sur son agression jusqu'à l'enquête du New York Times. Comme toutes les actrices, son excuse est toute trouvée. Harvey Weinstein était puissant et elle aurait pris le risque de détruire sa carrière. Mais si la solidarité féminine était réelle, qu'est-ce qui aurait empêché à toutes les très nombreuses victimes de s'unir ? Avec le poids combiné d'actrices aussi prestigieuses que Gwyneth Paltrow, Jane Fonda, Angelina Jolie et j'en passe, ils n'auraient jamais pu résister à la pression médiatique et judiciaire. La preuve, c'est que c'est exactement ce qu'il s'est passé une fois que l'enquête est sortie. Mais ce n'était pas le résultat d'une solidarité féminine, mais du journalisme. Si les femmes espèrent pouvoir compter sur la sororité pour régler leurs problèmes, elles risquent d'attendre longtemps. Et même si Harvey Weinstein avait pu résister aux attaques de ses accusatrices, est-ce que ce n'est pas la preuve logique que ces femmes étaient finalement plus attachées à leur carrière qu'au sort des victimes ? Quand on cherche à répondre à cette question, on finit par détruire le deuxième mythe de la légende MeToo. Le récit des femmes victimes d'agressions et des commentateurs est toujours le même. MeToo, de ce côté ou de l'autre de l'Atlantique, a révélé le caractère profondément toxique de la masculinité dominante et non déconstruite. Ce n'est pourtant qu'à moitié vrai. Oui, la masculinité toxique a joué un rôle.
Mais qu'en est-il de la féminité toxique? Que les choses soient claires, je n'accuse pas les victimes d'avoir mérité leur sort, absolument pas. Mais je dis que si les violences sexuelles à Hollywood ont pu durer pendant des décennies, c'est que la prédation masculine avait un complice, la féminité toxique. Le schéma qui illustre ça à merveille, c'est ce qu'on appelle la promotion canapé. Le principe est simple, un producteur ou un réalisateur propose un rôle à une actrice en échange de pouvoir coucher avec elle. Quand on garde en tête que le producteur a le pouvoir de faire ou défaire la carrière d'une actrice, on est dans un scénario d'intimidation pour la majorité des femmes. Elles, ce sont les victimes. Mais il y a les autres femmes. La réalité que tout le monde sait mais que personne ne veut admettre, c'est qu'il a toujours existé une minorité de femmes qui ont accepté d'échanger des faveurs sexuelles contre des récompenses personnelles, professionnelles ou autres. Ce petit nombre de femmes à la sexualité transactionnelle a pourtant un pouvoir énorme. Pour elles, la promotion canapé n'est pas une agression mais un simple échange et un moyen facile pour obtenir ce qu'elles veulent. Parmi les femmes qui ont subi la promotion canapé, la majorité sont des victimes, mais une minorité ont simplement accepté un échange bénéfique pour leur carrière. On ne connaîtra jamais leur nom, mais leur existence est une certitude statistique absolue. Et c'est là que le deuxième mythe MeToo s'écroule. La prédation sexuelle à Hollywood, c'est effectivement un exemple de masculinité toxique, mais avec la complicité de la féminité toxique. Pourquoi? Eh bien parce que chaque femme qui accepte la transaction de la promotion canapé encourage le prédateur à continuer, puisque ça confirme son impression qu'il ne fait rien de mal. Ça ne le rend pas innocent. Mais ça veut dire que quand on participe à ce jeu, on met en danger toutes les futures victimes. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le tabou des violences sexuelles à Hollywood a duré aussi longtemps. Pour celles qui ont bénéficié de la promotion canapé, mettre un terme à cette pratique aurait pénalisé leur carrière. Mais le pire, c'est qu'une fois que l'ampleur de l'exploitation sexuelle qui sévit dans le cinéma est révélée, il suffit pour ces femmes de se présenter comme des victimes. Elles se mélangent aux vraies victimes d'un système qu'elles ont participé à perpétuer. C'est ça la féminité toxique. Manipuler en promettant des faveurs sexuelles et crier au scandale quand la manœuvre est révélée au grand jour. C'est ce qu'explique la biologiste évolutionniste Heather Hewing. Most young women have had the revelation. I now have a way of moving around in the world and of controlling people that I never had before. Wow. That is something that I don't even know what to do with. That is a power. Most women figure out how to deal with it, I think, and make some mistakes along the way and hurt some people, but it all works out in the end. People hurt each other in relationship with one another. But there is a particular kind of I'm going to be as explicitly sexual as I possibly can and then cry foul when anyone but perhaps my intended target or maybe even anyone says anything to me that reveals the truth that we all know, which is that you are explicitly sending sexual messages constantly and drawing the attention of all the straight men in the room and affecting what everyone else can do. Why are we not allowed to say this? It's, in any room where there is a beautiful young woman who is actively exposing her sexuality, either through, phenotype or behaviorally, or usually both, it's the elephant in the room. You never talk about it. La féminité toxique, c'est un des sujets interdits de l'époque qu'on ne peut évoquer que dans des espaces privés, comme je le fais aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Il est beaucoup plus facile de crier sur la masculinité toxique et sur le patriarcat. En parlant du patriarcat, c'est justement la source du troisième mythe de la légende MeToo. Puisque dans la tête du féminisme, les violences sexuelles sont uniquement causées par des hommes, c'est la preuve que le grand responsable, c'est le patriarcat. Sur le papier, cette démonstration a l'air convaincante. Mais en réalité, MeToo a démontré l'inverse. Le problème d'Hollywood, ce n'est pas un excès de patriarcat, mais un déficit de patriarcat. Hollywood, ce n'est pas un bastion réactionnaire, mais au contraire, c'est la représentation parfaite de ce qu'il se passe quand on libère la sexualité et qu'on enlève les règles traditionnelles qui encadrent les rapports entre les sexes. Harvey Weinstein n'est pas l'ambassadeur du patriarcat traditionnel, mais de l'anarchie sexuelle. Une minorité d'hommes sont des prédateurs potentiels. Comment faire pour qu'ils ne passent pas à l'acte et qu'ils soient éliminés s'ils le font? Il faut mettre en place des hommes de qualité pour réguler les hommes dangereux. Quand on promet la liberté sexuelle et qu'on se débarrasse des règles, on ne crée pas un monde où chacun est épanoui, mais un monde où les prédateurs peuvent chasser sans surveillance. À Hollywood, tout le monde est féministe, tout le monde vote démocrate et tout le monde déteste quand les hommes ont trop de pouvoir. Visiblement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les femmes ne sont pas capables de dénoncer les agresseurs et les hommes plus ou moins féministes non plus. L'ironie, c'est que la droite chrétienne américaine a toujours accusé Hollywood d'être un repère de pervers sexuels dangereux pour les jeunes filles qui comptaient y faire carrière. Et maintenant, c'est à la droite de porter la responsabilité des prédateurs progressistes eux-mêmes dénoncés par la gauche.
MeToo, c'est l'exemple parfait d'une tentative de manipulation émotionnelle. On prend un vrai problème, celui des victimes de violences sexuelles, on invente un récit qui permet de se donner une bonne image, la solidarité féminine, on oublie de pointer du doigt les coupables qui dérangent, comme la féminité toxique, et on propose comme solution de s'attaquer à ce qui est déjà mort et qui explique pourquoi le problème est apparu, le patriarcat. Face au scandale Harvey Weinstein, on aurait pu proposer une autre vision pour protéger les victimes et condamner les vrais coupables. Mais pour que vous puissiez comprendre d'où viennent les solutions que je vais proposer, il faut comprendre ce que MeToo représente. MeToo, c'est la conclusion logique de la révolution sexuelle qui a commencé dans les années 60. À l'époque, c'était les hippies, Woodstock, l'amour libre et la liberté totale sur le plan sexuel. Mais quand on annonce la liberté, on abolit des règles et on met en place la compétition féroce. Résultat, la disparition des limites classiques sur la sexualité a prouvé que sans règles claires, les sexes peuvent être dangereux les uns pour les autres. Les hommes deviennent des prédateurs et les femmes des manipulatrices. Sauf qu'il était impossible de faire marche arrière et d'admettre leurs erreurs. Alors elles ont plongé dans la seule issue possible, diaboliser la sexualité masculine et remplacer les règles traditionnelles du patriarcat par la surveillance et la dénonciation médiatique en mode « balance ton porc ». Les résultats, on les voit. Des hommes innocents ont été faussement accusés, un hashtag qui ne sera jamais assez puissant pour arrêter des hommes vraiment dangereux, des victimes qui continueront à s'accumuler, qu'il s'agisse des femmes abusées sexuellement ou des hommes qui crèvent de la culpabilité qu'on les force à avaler. On ne reviendra pas en arrière. Mais on peut arrêter la catastrophe actuelle. Créons des espaces séparés pour les sexes à côté des espaces mélangés, pour sortir de la compétition sexuelle permanente. Établissons des règles claires pour organiser les relations entre les hommes et les femmes en prenant pour base que nous sommes trop différents pour cohabiter sans des limites à ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et prenons comme modèle la monogamie souple. Le mariage à long terme comme idéal, mais après avoir utilisé le début de sa jeunesse pour découvrir comment fonctionnent vraiment les relations entre les sexes. C'est la seule façon de reconstruire des relations saines entre les sexes, d'arrêter la diabolisation des hommes et d'arrêter la destruction des femmes qu'on envoie à l'abattoir chez les Harvey Weinstein de l'univers. Peut-être que la seule vraie leçon de Balance ton porc et de MeToo, c'est qu'il faudrait arrêter de prendre le monde des progressistes d'Hollywood pour exemple.